L'autopsie des séries, présentée par Sébastien Lambert, consultant psychologie sur Beta Série, la radio. Bonjour Sébastien, alors aujourd'hui tu as décidé de nous parler de Lucifer. Bonjour Hugo, eh bien oui exactement, aujourd'hui je voulais vous parler de Lucifer Morningstar. Alors personnage énigmatique, charismatique, franc et détestable, mais alors que tout le monde adore. Et pourquoi cette série ? Parce qu'elle est à la fois drôle et qu'elle fait réfléchir. La personnalité de Lucifer est très intéressante parce qu'il est sans filtre. Il ne ment jamais, et c'est ça qui nous surprend. Nous, qui sommes habitués à utiliser des petits mensonges au quotidien pour ne pas vexer l'autre. Alors attention, si vous n'avez pas encore fini la dernière saison, je risque de spoiler. Et pour vous donner bien sûr un exemple de phrase qui montre son franc-parler, sa répartie, c'est quand on lui demande quand est-ce qu'il est disponible et qu'il répond « Laissez-moi vérifier mon agenda ». Pourquoi pas entre le 7 de jamais et le 15 de ça n'arrivera pas. Ça vous va ? Alors, dis-nous comment tu as choisi de traiter cette série. D'abord, d'un point de vue psychologique, mais aussi d'un point de vue métaphorique du monde réel. Alors, tu me disais juste avant que tu as presque occulté lors de ton analyse le fait que c'est un personnage de fiction. Alors oui, j'ai fait des parallèles entre la réalité et ce que montre la série. J'y ai trouvé plein de messages cachés. Alors, je sais pas si le réalisateur l'a fait exprès, mais j'ai trouvé ça intéressant. Alors, commençons par la relation amoureuse et les peurs. Qu'as-tu découvert du coup ? Alors, nous trouvons ce parallèle quand Lucifer est proche de Chloé, l'inspectrice. Lucifer, il est immortel, mais quand il est proche d'elle, il devient mortel, donc vulnérable. Et la vulnérabilité, signe sa fragilité. Alors cela nous renvoie à cette phrase de Sénèque, « Tous les hommes ne sont pas vulnérables de la même façon, aussi faut-il connaître son point faible pour le protéger davantage. » Et le point faible de Lucifer, c'est Chloé. Et ça, c'est un premier parallèle avec la peur. Alors oui, et pas n'importe laquelle. Il s'agit de la peur du changement. Le docteur Groff a fait beaucoup de travaux, de recherche sur l'expérience traumatisante de la naissance, qui grave en nous la peur de ce premier changement. On passe d'un espace chaud, où on se sent en sécurité, à un inconnu douloureux et froid. Et en réalité, comme le dit le psychiatre et psychothérapeute Christophe André, il n'y a rien d'étonnant à la peur du changement. Et ce, pour deux raisons principales. Alors, la première est que tout changement de nos vies représente ce qu'on nomme en médecine un stresseur, une source de stress au sens large. Et la seconde, c'est que tout changement implique des gains et des pertes. Et pour Lucifer, s'il change, il perd quoi ? Simplement la vie. S'il aime, il devient mortel. Ok, donc il a un dilemme entre l'immortalité et l'amour. Et oui, cela met en lumière la course à la vie éternelle. Alors nous pouvons trouver d'ailleurs de nombreux articles sur la recherche médicale et l'immortalité, comme par exemple la génothérapie, qui consiste à faire pénétrer des gènes dans les cellules ou les tissus d'un individu pour traiter une maladie. Il y a aussi la biostase, ou l'animation suspendue, qui a un état assimilable, on pourrait dire, à l'hibernation. Ou bien encore, il y a la nanotechnologie, qui consiste à intégrer des nanorobots dans nos corps pour combattre la maladie ou réparer des cellules endommagées. Alors, que les thanatophobes se rassurent, la science pense à eux. Ok, intéressant tout ça quoi. Et si tu nous parlais d'un autre personnage, le docteur Linda Martin, qui est psychiatre. Alors oui, c'est une des particularités de cette série. Lucifer est suivi par une psychiatre. Alors bien sûr, j'entends d'ici c'est une bonne idée en soi de suivre une thérapie quand on s'appelle Lucifer. Oui, voilà le problème, c'est qu'on nous montre une psychiatre loin de la déontologie professionnelle. Nous en avons un exemple flagrant dans la saison 1, quand le docteur Martin propose à Lucifer une thérapie, ce que Lucifer bien sûr accepte en échange de relations sexuelles. Alors le docteur Martin accepte, malgré le code de déontologie. Et justement, pourquoi un thérapeute ne couche pas avec son patient ? Il faut savoir que dès le début de la psychanalyse, Freud instaure l'interdit des relations sexuelles entre psy et patient comme règle de base. Alors pour Freud, il s'agissait pas de déontologie, mais tout simplement de pratique. Selon lui, le psy doit s'effacer pour laisser place au patient d'explorer son inconscient. Alors aujourd'hui, les relations intimes et sexuelles sont clairement interdites par le code de déontologie.
Alors même si on sait, bien sûr, qu'à l'aube de la psychanalyse naissante, a eu des célèbres idylles. Par exemple, le psychanalyste hongrois Sándor Ferenczi, qui fut lui un disciple de Freud, eh bien, il autorisait ses patientes à l'embrasser. Alors il a même fini par en épouser l'une d'elles. Et puis, il y a eu aussi le mariage de Freda von Reichmann, alors qui n'a rien à voir avec le présentateur, je te rassure Hugo. Elle était la thérapeute de Heinrich Fromm, l'auteur de l'art d'aimer. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire de l'amitié entre Linda et l'entourage de Lucifer ? Dans la série, le docteur Linda Martin crée des liens d'amitié avec l'entourage de Lucifer et continue de les aider en thérapie. Alors dans la réalité, ils ont gagné une amie, mais ils ont perdu leur thérapeute. Il faut savoir que c'est au thérapeute de maîtriser les risques du transfert, quitte à déclarer la thérapie impossible s'il n'y arrive pas. Et c'est quoi exactement le transfert ? Parce que j'entends souvent en fait qu'il ne faut pas faire de transfert. En fait, le transfert, c'est le déplacement d'un sentiment ou d'une émotion ressentie par le patient envers son psy. Alors revenons-en maintenant à Lucifer. Tu as commencé l'émission en nous donnant comme exemple une réplique. Alors je vais la redire. Laisse-moi vérifier mon agenda. Pourquoi pas entre le 7 de jamais et le 15 de ça n'arrivera pas. Ça vous va ? Tu disais qu'il n'avait pas de filtre social. Est-ce parce qu'il se moque de ce que l'autre va penser de lui ? Est-ce qu'il n'en a rien à faire qu'on le rejette ? Est-ce parce qu'il se moque de blesser l'autre ou au contraire, pour lui, la sincérité est essentielle ? Eh bien oui, Lucifer n'a pas de filtre social. Comme il dit, il ne sait pas mentir. Il dit tout ce qu'il pense. Pour vous expliquer cela, je vais devoir rentrer dans une partie technique où je vais vous parler du surmoi et du filtre social. Alors rassurez-vous, je vais le faire de façon simple. Un des complexes freudiens parle du moi, du surmoi et de l'idéal du moi. Le surmoi, ça correspond à l'intériorisation des interdits et des exigences. On la refait. Le surmoi correspond à l'intériorisation des interdits et des exigences, la petite voix, qui nous dit par exemple « tu ne dois pas faire ça ». Alors on voit très bien que Lucifer en est dépourvu. À partir de ce constat, nous pouvons rentrer dans une analyse intéressante, le fameux conflit oedipien associé à la théorie freudienne. Ouh là là, ça devient compliqué. Explique-nous vraiment tout ça. Le complexe d'Oedipe, je vois ce que c'est. C'est quand un enfant est amoureux de son parent, c'est ça ? Alors oui, c'est ça. Et là, je parle du conflit oedipien. C'est quand l'enfant a symboliquement envie de tuer ses parents et d'assumer les interdits. Alors on dit que tuer symboliquement ses parents, c'est faire mourir l'enfant en soi pour renaître en tant qu'adulte en devenir. Le surmoi devient alors le surveillant du futur adulte que nous allons devenir. En clair, le surmoi va remplacer les parents dans notre vie sociale. Et justement, la problématique principale de Lucifer est son lien, sa relation à son père, qu'il déteste, mais alors au plus haut point. Il est en plein conflit oedipien. Alors le créateur de cette série n'aurait-il pas voulu nous faire de cette histoire un conte métaphorique sur Oedipe ? C'est possible. En tout cas, si Lucifer était un humain, hors de cette série, et qu'il formulait ouvertement cette haine de son père, on pourrait s'inquiéter sur son état mental et explorer ses troubles psychotiques. Et de ce constat, est-ce qu'on peut en déduire que Lucifer est schizophrène ? Tout d'abord, j'aimerais donner une petite explication sur la schizophrénie, car j'entends souvent ce terme sans que les personnes qui l'utilisent ne sachent vraiment de quoi il s'agit. On a vite fait de ranger les gens dans des cases, comme les pervers narcissiques, dont le terme est devenu tellement à la mode qu'on y range facilement tous nos ex. Et est-ce que la schizophrénie est un terme récent ? En fait, elle émerge au XIXe siècle, sous l'appellation de démence précoce. Puis le psychiatre allemand Kraepelin lui donne le nom de schizophrénie. Tu vois, c'est une maladie qui a été diagnostiquée depuis quelques années maintenant. Mais c'est quoi exactement ? La schizophrénie, c'est une psychose. C'est une maladie mentale dans laquelle la personne perd le contact avec la réalité, n'est pas consciente de son trouble. C'est là que nous nous rapprochons du cas de Lucifer. Une des caractéristiques de la psychose est que le patient a des délires qui lui confèrent un sentiment de persécution. Lucifer entre dans ce schéma dans la saison 1. Amenadiel, son frère, est venu sur Terre pour le récupérer, est un exemple. Car la première réaction de Lucifer est de voir ce frère comme un ennemi. Surtout quand on se rendra compte plus tard dans la série qu'Amenadiel est de son côté. Oui. Et dans cette maladie, on retrouve aussi la mégalomanie. Le mégalomane a une surestimation de lui, plus ou moins prononcée. Elle peut devenir gênante au quotidien et être difficile à supporter par son entourage.
À ça, nous rajoutons un orgueil excessif et une ambition injustifiée. Le mégalomane se comporte en toutes circonstances en étant excessivement sûr de lui. Ça collerait bien à la personnalité de Lucifer, ça, non ? Oui, j'en déduis que Lucifer est un grand mégalomane avec un soupçon de schizophrénie. Et est-ce que Lucifer ne serait pas aussi un peu borderline ? Parce que j'ai sous les yeux un sondage de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit qu'il y aurait entre 2 et 4% de la population qui rentre dans les critères du trouble borderline. Alors, c'est une piste. Une des caractéristiques des borderline est qu'en règle générale, ils présentent une instabilité affective et émotionnelle importante. Nous avons aussi le fait qu'ils s'emportent facilement. Ils ont du mal à gérer leurs pulsions. Et ils ont aussi la blessure d'abandon. De plus, ce trouble de la personnalité prend place non pas à l'âge adulte, mais quand ils construisent leur personnalité, donc plutôt dans l'enfance. Le stress vécu dans la petite enfance peut contribuer au développement d'un trouble de la personnalité limite. Avant d'aller plus loin, Sébastien, voici un petit rappel sur l'histoire de Lucifer. Avant d'être le gardien des enfers, Lucifer est connu sous le nom de Samaël, le porteur de lumière. Il était l'ange le plus lumineux de Dieu. Certains diront de lui qu'il était l'ange préféré de Dieu. Mais Lucifer s'est rebellé et Dieu l'a chassé du ciel, l'obligeant à être le chef de l'enfer pour l'éternité. C'est exact. Et cela fait que Lucifer souffre de la blessure d'abandon et du rejet, ce qui va construire chez lui ces troubles de la personnalité. Bien souvent, les borderline ont un risque accru de souffrir de dépression, d'anxiété, d'addiction ou de troubles du comportement alimentaire à un moment de leur vie. Quelle sorte d'addiction ? Parce que tu me dis une addiction aux séries, tu vas affoler vraiment tous nos auditeurs. Alors non, rassure-toi, ce sont plutôt des comportements à risque comme l'alcool, les drogues, les jeux d'argent. Dans la série, on voit Lucifer consommer de la drogue et de l'alcool, justement. Oui, tu sais que c'est une fiction et que je ne peux que supposer. Mais je me demande, quand il se trouve dans cette phase-là, s'il ne serait pas tout simplement dans le déni de ces troubles psychologiques. Et est-ce qu'il ne fuit pas quelque chose ? On pourrait parler de stratégie de dernier recours pour éviter la souffrance, car Lucifer souffre de toute évidence. Les stratégies d'évitement sont souvent associées à des idées de suicide et de comportements suicidaires. La personne veut à tout prix que sa souffrance s'arrête. Dans toutes les saisons de Lucifer, il y a un comportement suicidaire. Mais comme il est immortel, il ne risque rien, sauf à aimer Chloé. Alors, peux-tu nous résumer ce qu'est un borderline ? Alors avec plaisir. Voici les 4 grandes dimensions du trouble borderline. Il y a la dysrégulation émotionnelle, c'est-à-dire la difficulté à réguler ses émotions. Il y a l'impulsivité, il y a les difficultés dans les relations interpersonnelles et les symptômes dissociatifs. Mais alors attention, le diagnostic d'un trouble borderline est difficile. Pour vous donner une idée, dans les 4 dimensions que je vous ai données, il y a 9 autres critères qui constituent le trouble borderline. Il faut que le patient en remplisse 5 sur 9. Bien évidemment, ce n'est pas le seul test, il y a d'autres diagnostics pour valider le trouble borderline. En conclusion, pourquoi tant de personnes ont aimé la série d'après toi ? Je pense qu'elles ont aimé la répartie de Lucifer et qu'au fond de nous sommeille en chacun un Lucifer qui aimerait bien lui aussi dire les choses sans filtre. Eh bien, merci Sébastien pour cette analyse. Merci Hugo, et puis on se dit à une prochaine émission pour Autopsie des séries. Autopsie des séries, présentée par Sébastien Lambert, consultant psychologie sur Beta Série, la radio.